Bonjour et bienvenue dans cette séquence consacrée à la loi d'Ohm. La loi d'Ohm que tu retrouves ici, tu l'avais sans doute déjà rencontrée, elle est toute simple, hein, V égale RI. Mais peut-être que tu la connais sous la forme U égale RI. Hein, mais là, je t'ai déjà expliqué que moi, je préfère utiliser la lettre V dans la mesure où elle est d'usage plus courant dans le monde des sciences, mais aussi parce que V est la première lettre du mot voltage, voltage qui est synonyme de tension électrique. Or, c'est bien de tension électrique ici dont il s'agit, puisque la loi d'Ohm fournit une relation de proportionnalité entre la tension appliquée à un conducteur et le courant qui résulte de cette tension. Et le coefficient de proportionnalité qui apparaît entre le courant et la tension est ce qu'on appelle la résistance électrique. On peut d'ailleurs dire que la loi d'Ohm constitue la définition de ce concept physique de résistance électrique. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, on verra ce concept de résistance électrique en détail dans cette séquence. Alors, comme son nom l'indique, la loi d'Ohm, elle est due au physicien allemand George Ohm, qui l'a formulée pour la première fois dans les années 1820, c'est-à-dire il y a à peu près 200 ans. Alors voilà, cette loi a beau être simple, mais il faut réaliser qu'il y a 200 ans, elle était loin d'être évidente. Il y a 200 ans, la théorie de l'électricité était virtuellement inexistante. Volta avait inventé la pile électrique depuis une vingtaine d'années. C'était certainement un bon point de départ pour l'étude de l'électricité. Mais les moyens d'observation qu'on avait des phénomènes électriques étaient extrêmement rudimentaires. Par exemple, pour étudier la tension générée par une pile de Volta, on disposait de ce qu'on appelle un électroscope. Un électroscope est effectivement un dispositif très rudimentaire qui est constitué de deux petits feuillets métalliques ici, souvent des feuillets en or, on les voit ici en plus grand. Ces feuillets étaient reliés à une tige métallique qu'on voit ici, qui se termine sur un plateau métallique. Et lorsqu'on approche un objet chargé, tel que cette règle ici qu'on va frotter pour la débarrasser de quelques-uns de ses électrons pour la charger positivement, eh bien on a ici ces charges positives qui vont attirer les électrons du métal ici. Et puisque les électrons sont partis ici, les feuillets se retrouvent chargés positivement. Et donc forcément, ils vont se repousser puisqu'ils portent des charges de même signe. Voilà, ça c'est l'électroscope. Avec la mesure de l'écart qu'on avait entre les feuillets ici, on pouvait mesurer l'intensité des phénomènes électrostatiques qu'on observait là. Mais voilà, Volta avait développé une procédure expérimentale. En utilisant des électroscopes d'une grande sensibilité, il arrivait à mesurer la tension fournie par ces piles. Donc voilà, je simplifie ici très fort. Je vais simplement dire qu'en reliant l'électroscope au pôle positif de la source de tension, eh bien, les feuillets se chargent positivement. Et c'est l'écart entre ces feuillets qui permettait d'évaluer la tension électrique produite par cette source de tension. Alors en ce qui concerne le courant qui apparaît aussi dans la loi d'Ohm, les choses sont apparues encore plus tard. Il a fallu attendre 1820, c'est-à-dire à peine quelques années avant le travail de Ohm, pour mettre en évidence les courants électriques. Alors les courants électriques, on les a détectés, on a connu leur existence au travers d'un effet magnétique très bizarre qu'on observait, donc on a observé dans les années 1820. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais relier les pôles de la pile avec un fil métallique. Et quand on faisait ça, effectivement, on observait que l'aiguille d'une boussole était déviée. Il y avait donc un effet magnétique associé à un phénomène dont on ne connaissait pas la nature ici, mais qui manifestement se passait ici le long de ce fil. Alors ce phénomène, on l'a appelé courant électrique, mais sans du tout savoir quelle était sa nature. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on ne connaissait quasiment rien du monde microscopique, on ne connaissait pas l'électron, on ne connaissait pas le proton, on ne savait pas de quoi était fait ce qu'on appelait la charge électrique. Donc voilà, le courant on ne le connaissait pas, on savait juste que c'était un phénomène dont on pouvait mesurer l'intensité à partir de la force qu'il exerçait sur l'aiguille d'une boussole. C'est Ampère qui a fait cette étude-là. Mais le lien entre tension et courant qui semble évident, ici on a une certaine tension qu'on peut évaluer avec l'écart, ici on a un certain courant qu'on peut évaluer avec la force qu'il exerce sur l'aiguille de la boussole,
Mais voilà, donc établir cette relation expérimentalement semble simple, à portée de main, mais ce n'est pas vrai du tout. Hein, quand on utilisait une pile de Volta et qu'on faisait cette expérience, on réalisait que dès que le courant apparaissait, eh bien, l'effet de tension électrique ici disparaissait. Et ça faisait dire aux scientifiques, dont Ampère faisait partie, que l'électricité se manifestait selon donc deux manifestations distinctes l'une de l'autre. Il y avait d'une part les effets de tension électrique et d'autre part les effets de courant électrique, mais que les deux à la fois, que les deux n'avaient pas de lien. Ce qui était bien sûr l'avis tout à fait contraire à celui de Ohm, hein, qui lui pensait qu'il y avait un lien entre tension électrique et courant. Et il s'est donc attelé à l'étude de ce lien, et donc il a étudié la situation physique qui se trouvait ici. Et il a compris, hein, à force d'observation expérimentale et de développement mathématique, il a compris que la disparition des effets de tension ici était en fait due à l'imperfection de la pile de Volta. La pile de Volta présente un gros défaut, c'est précisément d'avoir une résistance électrique interne très importante. Hein, c'est en étudiant la notion de résistance que Ohm est arrivé à cette conclusion. Et donc pour faire l'étude de la relation entre V et I, il a dû recourir à un autre type de source de tension. Et là, il a eu recours à une démarche assez originale pour l'époque. Hein, voilà, il a eu recours à ce dispositif-là qu'on appelle un thermocouple. Donc c'est une manière de générer une tension électrique qui est tout simplement basée sur l'utilisation de métaux différents. On voit ici un barreau de zinc en contact avec du cuivre. Si on refroidit ici la jonction zinc-cuivre avec des glaçons, qu'on la réchauffe de l'autre côté, la jonction zinc-cuivre avec de l'eau bouillante, on a un différentiel de température là qui provoque l'apparition d'une tension aux bornes de ce cadre de zinc ici. Et donc c'était une source de tension, dont la tension elle-même était relativement faible par rapport aux tensions qu'on pouvait obtenir à l'époque avec les piles de Volta, mais malgré cette tension faible, il a préféré utiliser ça parce qu'il n'y avait pas ce phénomène de disparition de la tension électrique lors du passage du courant. Et donc voilà, il a mis au point ce dispositif expérimental assez original, il a pu créer une tension qui engendrait des courants, bien sûr, dans le circuit que je ne vais pas détailler ici, hein, mais le courant passe ici, sous une aiguille de boussole. Et donc en mesurant la force exercée sur cette aiguille de boussole, qu'on voit pas très bien ici, mais voilà, l'aiguille de boussole, il pouvait mesurer la force exercée sur cette aiguille de boussole pour mesurer le courant qui passait ici dans le conducteur de cuivre, qu'on voit pas très bien non plus, mais il est là. Donc voilà, c'est le dispositif mis au point par Ohm pour s'attaquer à la relation entre le courant et la tension. Alors voilà, hein, ça montre bien sûr la force de détermination de Ohm. Il était très curieux intellectuellement, il a voulu en avoir le cœur net. Il a commencé avec la pile de Volta, il s'est dit ça marche pas, je prends ce dispositif-ci. Et voilà, il a dû mettre au point ce dispositif, hein, tu peux imaginer la détermination qu'il faut pour arriver à ça. Voilà, et donc il est arrivé à formuler cette loi de proportionnalité. Voilà, alors moi je ne vais pas retracer ici le cheminement de Ohm, il est beaucoup trop compliqué. Je vais ici t'expliquer l'origine physique de la loi d'Ohm en utilisant les connaissances modernes. Je vais utiliser la notion de courant pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un débit de charge, des électrons qui vont se déplacer dans un barreau de matériaux métalliques conducteurs. C'est en ces termes-là que je m'exprimerai. Pour la tension électrique, bien sûr, j'aurai recours à l'interprétation moderne de la tension électrique, que Ohm ne connaissait absolument pas. La tension électrique ici, on sait bien actuellement que ça représente un potentiel électrique, une différence de potentiel électrique, c'est-à-dire que c'est en lien direct avec l'énergie potentielle des charges qui sont responsables de ce courant. Mais je répète, Ohm ne le savait pas. Pour lui, la tension électrique, c'était juste, ici, un phénomène qui pouvait être mesuré par l'écart entre les feuillets métalliques. Tout comme le courant était un phénomène qu'on pouvait mesurer par la force qu'il exerce sur l'aiguille d'une boussole. C'est tout ce qu'on savait. La nature même de l'électricité ici, on n'en connaissait rien. Donc voilà, je vais moi utiliser la notion de potentiel ici, et pour ça, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à aller voir l'introduction au potentiel électrique. Donc sur Clipedia, j'ai préparé 2 vidéos qui t'expliquent
dans des conditions simples correspondant au champ uniforme ici, ce qu'est le potentiel électrique. Alors c'est une introduction en deux volets. Dans le deuxième volet, je parle d'illustration. Et comme illustration, je donne l'accélérateur de particules. Et c'est de ça dont je vais repartir ici pour t'expliquer l'origine physique de la loi d'Ohm. Alors, je ne vais pas rester longtemps là-dessus, je vais juste te dire ici que l'accélérateur de particules est constitué de cylindres de cuivre qu'on voit ici, entre lesquels circulent des particules chargées, comme des électrons ou des protons. Voilà par exemple ici un petit proton entre ces deux cylindres qui sont bien sûr soumis à une différence de potentiel de façon à ce qu'on ait ici un champ électrique. Ce champ électrique va avoir pour effet d'exercer une force bien sûr sur la charge électrique et elle va donc être forcément accélérée puisqu'elle subit cette force de façon continue. Voilà, c'est la situation de laquelle je vais partir ici pour t'expliquer la loi d'Ohm. Alors je vais représenter ça, mais de manière plus schématique, en coupe. Donc on verra ces deux cylindres comme simplement, vus de face ici, comme deux rectangles, l'un avec un moins, l'autre avec un plus, pour rappeler qu'ils sont reliés à une source de tension. Les voilà, mes deux cylindres, le champ entre eux bien sûr, que je considère comme uniforme, et voilà ici une charge positive qui va subir ce champ. Et si cette charge subit un champ constant, elle va être accélérée de manière uniforme. Voilà, elle est accélérée, c'est qu'une accélération constante, c'est le principe de fonctionnement de l'accélérateur de particules. Je vais répéter cette petite expérience en mettant maintenant des obstacles sur la trajectoire de cette charge Q. Alors si j'ai des obstacles, forcément je vais avoir des collisions. La première collision qu'on va avoir, elle est ici, bing, puis hop, ça va. On voit que la charge va effectuer une trajectoire beaucoup plus compliquée, mais bon an, mal an, elle se déplace de la gauche vers la droite, puisque le champ électrique la tire de la gauche vers la droite. Voilà, alors une telle situation, en fait, on peut la rencontrer très facilement, mais en la considérant à l'échelle microscopique. Il suffit de considérer ici un barreau métallique. Si je prends un métal, on peut montrer que les métaux sont constitués d'atomes qui sont agencés en réseau bien régulier, comme ceci, ce qu'on appelle un réseau cristallin. Et quand ça a lieu, les atomes du métal perdent un électron périphérique. Et cet électron devient un petit électron libre. On voit ici chaque atome accompagné de son électron libre. Alors on voit qu'il est libre parce qu'il est soumis à l'agitation thermique ici. Je n'ai pas encore appliqué de champ, donc l'électron reste là. Mais si j'applique un champ maintenant sur cet électron, eh bien il va trouver son chemin entre les atomes ici qui constituent autant d'obstacles. Donc voilà. Il faut donc voir cette image ici comme représentant, à l'échelle microscopique, 1 milliard de fois, à l'échelle 1 milliard de fois plus petite ici, c'est ce qu'on verrait si on mettait ici un barreau de matériaux conducteurs. Voilà, un barreau donc de matériaux conducteurs, c'est-à-dire qui possède des électrons libres. C'est vraiment comme ça qu'il faut le considérer. Donc voilà le barreau conducteur, vu avec ses atomes et avec un petit électron libre qui se trouve ici. Et précisément, j'appelle ça l'électron libre que je vais considérer ici comme ayant une charge positive. L'électron a la charge élémentaire fondamentale QE que je vais considérer comme positive. Alors ça peut paraître bizarre de faire ça, mais si je fais ça, c'est tout simplement pour la simplicité. C'est pour que tu comprennes facilement ce que je vais te raconter, que je ne doive pas toujours mettre un signe moins ici, et puis que je ne doive pas dire que l'électron va remonter le champ puisqu'il est tiré dans l'autre sens que le champ, vu sa charge négative. Il va remonter le potentiel plutôt que de le descendre, tout ça est contre-intuitif. Donc on va considérer que l'électron est de charge positive. C'est pas très compliqué en réalité de faire ça. Il suffit d'imaginer que quand Benjamin Franklin a décidé d'attribuer le signe moins à l'électricité qu'on observe naturellement sur l'ambre, c'est Benjamin Franklin qui a fait ça, c'est comme s'il avait un peu tiré à pile ou face. Il avait une chance sur deux de choisir le plus ou le moins. Donc voilà, il se fait qu'il a tiré à pile ou face. Le résultat qu'il a obtenu lui a fait dire qu'il obtiendrait moins. Mais voilà, on va changer le cours de l'histoire ici. On va dire, eh bien non, c'est un autre résultat qu'il a obtenu avec son tir de pile ou face. Et il a choisi le signe plus pour l'ambre. Et il se fait que l'ambre s'électrise facilement parce qu'elle accumule les électrons. Les électrons sont donc maintenant de charge positive. Ça aurait pu très bien arriver, et c'est ce qu'on va considérer, pour la simplicité. Bien sûr, je ferai une remarque à la fin de la séquence, en ce qui concerne la charge réelle de l'électron. Tu verras que les choses sont
simple. Voilà, on a donc un petit électron positif ici qui va être tiré par le champ et qui, bon an, mal an, va parcourir tous ces obstacles, avec une vitesse très erratique bien sûr, hein. De temps en temps, il y a un rebond qui se fait vers l'arrière, donc la vitesse passe même par des valeurs négatives régulièrement, mais tu as vu que globalement, hein, l'électron avance à vitesse plus ou moins constante. On a une vitesse globale qu'on peut analyser comme ceci, ce qu'on peut appeler la vitesse moyenne d'ailleurs, hein, de l'électron, qu'on peut faire apparaître comme ceci. Voilà, on peut bien comprendre cette notion de vitesse moyenne, hein, c'est normal, puisque les obstacles sont toujours les mêmes, le champ électrique est toujours le même, donc il est tiré toujours de la même manière. Et donc, globalement, la vitesse, on peut bien définir une vitesse moyenne, qui est la vitesse de déplacement des électrons. Et ceci sera vrai pour tous les électrons, puisqu'ils sont tous les mêmes particules, ils portent tous la même charge, ils sont tous tirés de la même manière par le champ, ils rencontrent tous les mêmes obstacles, et donc ils ont tous la même vitesse, vue globalement. C'est donc la vitesse moyenne d'ensemble des électrons qu'on a ici. Et donc du point de vue des courants, les courants qui sont donc précisément ces débits de charge qu'on va observer ici dans ce barreau conducteur, eh bien, tout se passe comme si les électrons avançaient avec cette vitesse constante. On n'a plus besoin de représenter tous les obstacles qu'ils rencontrent. Ça revient au même que de dire ils ont cette vitesse constante. En fait, tout se passe comme si, dans une analogie à la gravitation, que j'aime bien souvent, à laquelle j'aime bien faire appel, on peut voir que les électrons ici progressent de la même manière qu'une bille de plomb progresserait dans une colonne d'huile. La colonne d'huile ici va provoquer une friction fluide qui va faire que la bille n'a pas une accélération constante, mais elle est retenue avec une certaine vitesse donnée ici. Alors si je fais l'expérience maintenant avec une bille d'or et une bille de plomb, on peut montrer que l'or est à peu près 2 fois plus dense que le plomb. Si les billes ont la même taille, eh bien l'or va descendre à peu près 2 fois plus vite, puisqu'elle est 2 fois plus lourde que la bille de plomb. Ceci montre en fait que la vitesse est proportionnelle à la force que subit la masse dans ce mouvement dans le fluide ici. Donc la vitesse est tout simplement proportionnelle au poids mg. Eh bien la situation est tout à fait analogue ici. Les électrons, le petit électron libre ici, va avancer avec une vitesse qui est tout simplement proportionnelle à la force qu'il subit. C'est comme ça qu'on peut le voir, et c'est d'ailleurs ça que, quelque part, Ohm a démontré avec sa loi. On pourrait remonter tout le développement que je vais faire maintenant à ceci, et c'est ceci, en fait, qui va conduire à la loi d'Ohm. C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Voilà, donc le QE qui est ici, il n'est pas très intéressant, puisque c'est toujours la même valeur. Le QE, c'est la charge de l'électron, c'est une constante fondamentale de la nature. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de dire que V est proportionnel à QE, puisque c'est un nombre donné. Ce qui est intéressant, c'est juste le E ici, c'est de voir que V est proportionnel au champ, ce qui n'est pas une surprise, puisque le champ va déterminer la force. Voilà, donc je vais supprimer le QE, qui n'a pas beaucoup de sens. Je peux dire que V est proportionnel à E. Si le champ est élevé, la vitesse est grande. Alors cette proportionnalité, je vais l'écrire avec un signe égal et un coefficient de proportionnalité que je vais appeler mu. Pourquoi mu? Eh bien pour mobilité. C'est ce que je vais appeler la mobilité électronique des électrons libres ici du matériau conducteur. Voilà, donc c'est la mobilité, ça dit bien ce que ça veut dire, bien sûr. Quand la mobilité est grande, pour un champ donné, eh bien la vitesse est grande. Si j'ai une mobilité très petite, la vitesse est petite, ça veut dire que l'électron a du mal à passer les obstacles, il n'est pas très mobile. Tu vois que tout ça est très parlant, la lettre mu est très commode parce qu'elle rappelle la première lettre du mot mobilité, le mu c'est bien le M en grec, tout ça donc est très facile. Et ça, eh bien, c'est le point de départ du développement de la loi d'Ohm sur base de son origine physique. Voilà, V est égal à mu fois E, ça va effectivement me permettre d'étudier le courant. Je peux étudier le courant ici puisque j'ai une expression pour la vitesse des charges qui se déplacent, et c'est ce déplacement de charge qui constitue le courant. Qu'est-ce que le courant? C'est le débit de charge, c'est-à-dire le nombre de charges qui vont passer par une section ici du barreau conducteur par unité de temps. Le nombre de charges qui passent au travers de cette section par unité de temps. Ça, je peux l'étudier en prenant un chronomètre et en calculant le nombre de charges qui vont passer ici sur un certain temps delta t. Quand j'aurai cette charge et que je diviserai par delta t, j'aurai le nombre de charges qui passent par unité de temps, c'est-à-dire le courant. Donc voilà, on voit ici les deux premières petites charges qui vont passer au travers de la section du conducteur.
je vais mettre le temps en route sur un temps delta t. Voilà les charges qui sont passées, toutes les autres qui suivent. Alors les premières charges ici, mais puisqu'elles se déplaçaient à la vitesse v, elles ont parcouru une distance v delta t. Et donc elles occupent maintenant le volume qui est ici de largeur v delta t. Ce volume est de largeur v delta t et a une certaine section, bien sûr. C'est la section du barreau conducteur que j'appelle S ici. Et cette surface, bon, pour que tu comprennes bien ce que c'est, je vais représenter ça en perspective. J'enlève ici ce cylindre et on voit apparaître la petite surface S ici, pour que tout soit clair pour toi. C'est la surface de ce qu'on appelle la section ici du barreau conducteur. Alors je vais prendre, on a donc un petit morceau de cylindre ici avec une surface S. Ce cylindre a une hauteur V delta T. On sait bien que son volume, ce sera V delta T fois S. Voilà, donc si j'ai le volume, je peux obtenir le nombre d'électrons qui sont passés par la section ici, tout simplement en connaissant leur densité. Je vais faire apparaître leur densité ici, état. Alors c'est comme ça que ça se passe, les matériaux, comme un métal simple, une barre de fer par exemple, ou de cuivre, ou de zinc, possèdent un certain nombre d'atomes. Chacun de ces atomes libère un électron. Donc la densité des électrons libres, c'est-à-dire le nombre d'électrons libres qu'on a par unité de volume, est égal au nombre d'atomes par unité de volume. Ce état, en fait, n'est rien d'autre que la densité d'atomes dans un conducteur standard comme un métal. Donc voilà, si on connaît le métal auquel on a affaire ici, eh bien on connaît état. Et c'est ce que je vais supposer. Si je multiplie la densité par le volume, j'obtiendrai le nombre de particules, bien entendu. Ceci, c'est le nombre d'électrons libres qui sont passés au travers de la section ici, sur le temps delta t. Si je multiplie ce nombre de particules, ce nombre d'électrons par la charge de l'électron, j'aurai forcément toute la charge électrique qui est passée par la section du conducteur ici, sur le temps delta t. Et si je divise cette charge électrique par delta t précisément, eh bien, je vais obtenir bien sûr le courant. Alors la division par delta t, on l'a fait tout de suite, on n'a plus besoin d'en parler, et je vois apparaître Q état Vs. Q état Vs, c'est le courant qui passe au travers d'une section du conducteur, c'est le courant qui parcourt le barreau conducteur qui est ici. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'il contient ici la vitesse, ce qui est une évidence. C'est bien parce qu'il y a une vitesse qu'il y a un débit. La vitesse, elle est exprimée ici comme étant mu fois E, la mobilité des électrons, fois le champ électrique. Et je vais donc substituer ici V par son expression mu fois E. Voilà, c'est fait. J'ai remplacé V par mu fois E. Et voilà, il n'y a plus qu'un pas maintenant pour obtenir la loi d'Ohm, puisque tu sais très bien que le champ électrique est directement relié au potentiel électrique. Et je vais donc faire apparaître le potentiel électrique maintenant. Voilà, si j'ai un champ ici, j'ai obligatoirement un potentiel électrique entre les extrémités du barreau ici, qui sera E fois L. Alors voilà, ça on l'a vu dans l'introduction à la notion de potentiel. Peut-être que tu l'as vu il y a longtemps, donc je vais te réexpliquer ceci. Qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, c'est l'énergie potentielle d'une charge divisée par la charge elle-même. Alors je vais prendre le premier petit électron que je vois ici, il a une charge QE. Il subit donc dans le champ E une force QE fois E que je vais combattre sur la distance L, ici. Je fournis donc un travail qui est QE fois E fois L, la force fois le déplacement. Ce travail n'est pas perdu, il est transformé en énergie potentielle. Cette énergie potentielle, je la divise par la charge QE, et donc on a une simplification, et on obtient bien E fois L, comme je l'indique ici. Voilà, donc voilà, je peux donc dire que E, ça vaut tout simplement V divisé par L, c'est simple, et donc je vais venir ici changer la valeur de E par V sur L. Et là, j'obtiens la loi d'Ohm. J'ai bien, effectivement, une relation de proportionnalité entre la tension et le courant. La tension appliquée au barreau, bien sûr, entre ses extrémités, et le courant qui circule dans le barreau, soyons précis. Mais bon, voilà, ici, elle est sous forme un peu chahutée, il y a beaucoup de choses. Je vais déjà ranger les termes que je vois ici. On voit ces facteurs ici qui sont des paramètres géométriques, clairement, la section du conducteur, la longueur du conducteur, je vais les mettre ensemble. Je vais mettre V ici à la fin. Et comme ça, on voit que tout est bien rangé. On voit ici des paramètres qui ne sont relatifs qu'au matériau. QE, c'est la charge des particules que ce matériau
véhicule. Eta, c'est la densité de ces charges, de ces électrons libres. Mu, c'est la mobilité des électrons libres. Donc on voit bien ici qu'on a un paramètre qui caractérise uniquement le matériau, indépendamment de ses paramètres géométriques S et L. Et ça, je vais les regrouper donc sous forme d'un paramètre qui va caractériser le matériau dans sa globalité. Je vais dire qu'il s'agit de la conductivité électrique. Q, eta, mu, c'est la conductivité électrique. Alors pourquoi conductivité électrique? Parce que si je remplace Q, eta, mu par sigma E ici, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement que plus sigma E est grand, plus le courant sera grand pour les autres paramètres fixés. Et donc on appelle ça la conductivité, puisque le passage du courant est justement le phénomène de conduction. Plus la conduction se fait bien, plus le matériau aura une conductivité importante. Tout ça est très parlant. Mobilité, conductivité, tout ça voilà, est très parlant. D'ailleurs, la mobilité est tout à fait normale qu'on la retrouve ici. Si mu est grand, la conductivité sera grande bien sûr, puisque les charges bougent facilement dans le barreau. Voilà, et maintenant il me reste juste à écrire cette loi-ci, cette loi de proportionnalité, en mettant le facteur que j'ai ici dans l'autre membre, c'est-à-dire que je vais retrouver L au numérateur et sigma ES au dénominateur ici du facteur de I. Voilà, et ceci, le facteur de I que j'obtiens ici, c'est ce qu'on va appeler bien sûr la résistance, tu l'as compris. On voit que la résistance est proportionnelle à la longueur du barreau, elle est inversement proportionnelle à la surface de la section du barreau, et elle est inversement proportionnelle à la conductivité. Voilà, et ça conduit donc à la loi d'Ohm, bien sûr, V égale RI, puisque R se retrouve bien en facteur de I, ici. Voilà, c'est la loi d'Ohm. On a donc construit la loi d'Ohm, ici, sur base de son origine physique. L'origine physique qui pourrait se résumer ici à cette notion de mobilité. Les charges sont tirées avec une certaine vitesse par le champ électrique, et cette vitesse est proportionnelle au champ, avec comme coefficient de proportionnalité la mobilité électronique du matériau. Voilà. Je peux donc maintenant effacer le calcul et je vais résumer la situation comme ceci. Comme tu vois ici, j'ai écrit la loi d'Ohm I égale V sur R, c'est-à-dire que j'ai mis le R dans l'autre membre ici. C'est une manière assez naturelle de lire la loi d'Ohm, puisque quand on la lit comme ceci, on voit que le courant dépend de la tension et de la résistance. On voit donc qu'il faut qu'il y ait une tension électrique pour voir apparaître le courant. C'est logique, si je n'ai pas de tension électrique, il n'y a pas de champ électrique. Et s'il n'y a pas de champ électrique, les charges ne sont pas tirées, elles ne vont ni à gauche ni à droite, il n'y a juste pas de courant. C'est ça que ça signifie, bien sûr, quand on voit ceci. Mais on voit donc que dès qu'il y a tension, il y aura courant, mais on voit que le courant ne peut pas valoir n'importe quoi, il est conditionné par la résistance ici. Plus la résistance est grande, plus le courant sera petit. Et on comprend donc ici le mot résistance, qui est aussi très parlant. Cette résistance, c'est un concept physique qui traduit le fait qu'il y a une résistance au passage du courant. C'est ça que ça veut dire. Plus la résistance au passage du courant est grande, plus le courant est petit. C'est tout à fait naturel. Voilà. Alors ici, une résistance grande, on va un petit peu illustrer ça pour le mettre en lien avec les grandeurs qu'on a là. Une résistance électrique grande, on va voir ce que ça signifie. Pour un barreau de géométrie donnée, L et S sont donnés, si R est grand, grande résistance, ça veut dire petite conductivité. Et de nouveau, ça a tout à fait son sens. Petite conductivité, ça veut dire petite mobilité, très peu d'électrons. La densité d'électrons libres est très petite aussi. L'un ou l'autre peut être petit pour expliquer que sigma est petit et que R est grand. Alors prenons un exemple. Si je prends un matériau de petite mobilité, dans lequel les électrons ont une petite mobilité, ils ont du mal à se frayer un chemin. Mu est petit, sigma est donc petit, R est donc grand. R est grand, le courant est donc petit. Voilà, tout ça fait tout à fait sens. Le état, je peux aussi travailler sur état. Je peux prendre un cas extrême. Disons que je prends ici un matériau isolant. Un matériau isolant, ça veut dire un matériau qui ne possède pas d'électrons libres, ou en tout cas extrêmement peu. Donc on pourrait dire que le état, la densité d'électrons libres, elle tend vers 0. Si j'ai 0 ici, j'aurai 0 pour le sigma E, pour la conductivité. Et si j'ai 0 ici, je vois que j'ai 1 sur 0, c'est-à-dire l'infini. J'ai une résistance infinie quand j'utilise un isolant. Et c'est bien le but de l'isolant, bien sûr, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de passage de charge électrique d'un côté à l'autre
du matériau isolant. Un autre cas de figure que je pourrais prendre, c'est qu'est-ce qui se passe ici si je retire la résistance? J'ai mes deux électrodes ici qui sont branchées à la source de tension et je retire carrément le barreau. Qu'est-ce que tu penses que devient R? C'est un petit piège là que je te propose. Eh bien, R sera tout simplement infini. On a souvent tendance à dire que quand on retire ici le barreau, s'il n'y a plus de résistance, on va mettre R égale à 0. Mais ce n'est pas vrai du tout. Parce que si je retire le barreau, je n'ai plus d'électrons libres, le état ici vaut 0, et donc j'ai bien un R qui est infini. 1 sur 0, ça donne bien l'infini. Donc pas de résistance, c'est une résistance infinie. Il faut le comprendre comme ça. Fais attention, c'est un piège, ton professeur va certainement te proposer des problèmes dans lesquels tout à coup une résistance va s'en aller. N'oublie pas que quand elle va s'en aller, tu dois la remplacer par une résistance infinie. Voilà. Voilà, on a un petit peu fait le tour ici de l'interprétation de la notion de résistance. Voilà, peut-être un petit mot sur le contexte historique. Ohm a étudié donc ceci, V égale RI, mais il n'a pas vu du tout comme nous. Lui n'avait pas du tout d'accès à la dimension microscopique ici. Lui, tout ce qu'il avait observé, c'est ceci. Avec un 1 sur sigma ici, que lui voyait comme un simple coefficient de proportionnalité sans savoir ce qu'il y avait dedans. Mais il avait observé ici le rapport L sur S. Il avait vu que la résistance qui apparaît dans sa loi était d'autant plus grande que le barreau conducteur était long et que sa section était petite. Voilà, et ça l'a conduit en fait à quelque chose d'assez intéressant comme réflexion. J'aimerais bien t'amener à cette réflexion. Juste un petit rappel ici historique. Ohm observait ce qui se passait au niveau des courants grâce à l'aiguille d'une boussole. C'est pour te rappeler combien c'était rudimentaire. Et il observait la tension électrique à partir d'un électroscope. Voilà, donc il n'avait forcément pas accès ici à ces paramètres microscopiques. Voilà, mais maintenant je voulais justement t'amener à cette réflexion ici, dont je vais prendre comme point de départ ici la loi d'Ohm écrite sous sa forme classique, V égale RI. C'est souvent comme ça qu'on l'écrit, la loi d'Ohm, parce que c'est souvent comme ça qu'on l'utilise en pratique. Cette forme de la loi d'Ohm suggère que si on connaît le courant et qu'on connaît la résistance dans laquelle circule ce courant, eh bien, ce courant et cette résistance imposent en tout cas une tension électrique aux bornes de ce conducteur qui vaut R fois I. On le voit dans l'autre sens, c'est I et c'est R qui imposent la tension. C'est comme ça que je vais interpréter donc la loi d'Ohm, et maintenant je vais l'interpréter en coupant le barreau en deux. Je fais une expérience de la pensée, je vois ce barreau comme étant constitué de deux demi-barreaux de longueur L demi. Alors si j'ai L demi comme longueur, on est bien d'accord que comme je vois que la résistance est proportionnelle à la longueur, si je coupe la longueur en deux, je mets un demi ici, j'aurai forcément la résistance demi. La résistance R que j'avais au départ, elle est vue comme la somme de deux résistances R demi. Voilà, alors pourquoi est-ce que je te dis ça? Précisément parce que maintenant je vais appliquer la loi d'Ohm. Je vais appliquer la loi d'Ohm avec une résistance qui vaut R demi et non plus R. Le courant, là, c'est toujours le même, bien sûr. Lui, c'est le courant qui circule dans le barreau global de résistance R. C'est toujours V sur R, le courant. Et donc, je vois que j'ai I fois R demi à faire. Et donc, je vais diviser par 2 là, et j'aurai donc bien surdivisé par 2 ici. Ça veut dire qu'aux bornes de ce petit morceau de barreau, de ce demi-barreau, j'ai une tension électrique qui vaut V demi. De même pour l'autre, bien sûr, c'est parfaitement identique. Et en faisant ce raisonnement, sur base de la dépendance en L de la résistance, Ohm a réalisé que le potentiel en fait diminue progressivement le long du conducteur. On a V, on a le potentiel V ici, on a le potentiel V demi ici, on a le potentiel 0 ici. On prend ici le 0 de référence, comme on le fait toujours, en tout cas souvent, comme étant le 0, comme étant le pôle négatif de la pile. Et donc voilà, en faisant ça, en montrant cette diminution du potentiel le long du conducteur, eh bien, Ohm a introduit la notion de distribution de la tension électrique. La tension électrique n'est pas simplement une valeur donnée pour une pile électrique, c'est une valeur qui va varier tout au long du conducteur qui est soumis à cette différence de potentiel. Ça, c'est quelque chose qu'il a observé expérimentalement également avec son électroscope ici. Au début, ici, quand je suis proche de V, les feuillets métalliques s'écartent fort, ici déjà un peu moins, et là quasiment plus du tout. Donc il a donné
le profil de la tension électrique le long du conducteur. Et en faisant ça, il a donné à la tension électrique une image qui est tout à fait conforme à l'interprétation moderne qui a été développée quelques années plus tard, après lui, l'interprétation moderne de la tension électrique. On sait que la tension électrique représente en fait le potentiel électrique, c'est-à-dire l'énergie potentielle divisée par la charge QE, ici. Et donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'introduction au potentiel. Je sais bien que les charges vont descendre ce potentiel. Le long d'une pente, une pente qui vaut V, la hauteur que j'ai ici, sur la longueur que j'ai là, V sur L. Et cette pente, mais ce n'est rien d'autre que le champ électrique. Donc voilà, on voit que Ohm ici a vraiment fait un pas significatif vers la compréhension de ce que c'était ce mystérieux effet de tension électrique. On a compris grâce à lui que la tension électrique avait à voir en fait avec la notion de potentiel, d'énergie potentielle. Les charges descendent naturellement le potentiel. C'est comme ça qu'il fallait le voir. Voilà, et donc quand on voit la loi d'Ohm de cette manière-ci, je trouve qu'il est intéressant de ne pas voir V ici comme étant simplement la valeur qu'on a à la source de tension, mais je trouve qu'il est intéressant de voir cette diminution du potentiel depuis V jusqu'à 0 tout au long du conducteur. Parce que c'est cette diminution du potentiel qui est responsable précisément du courant qui est là. C'est cette pente qui fait qu'on a un courant. Je répète que la pente, c'est le champ électrique. V sur L, c'est le champ électrique. Et c'est bien le champ électrique qui est responsable de ce courant. Donc voilà, je trouve que c'est une manière de voir la loi d'Ohm en considérant que le V ici, eh bien, c'est cette pente de potentiel qu'on a. Alors je répète, Ohm, lui, n'a pas formulé ça. Il n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement, je dirais. Il a juste montré que la tension électrique diminuait. Mais c'est son collègue Kirchhoff qui, une dizaine d'années après, a enfin introduit la notion de potentiel électrique comme représentant ces effets de tension électrique. La tension électrique, c'est du potentiel électrique. Voilà. Et voilà, donc maintenant je vais en profiter pour interpréter la loi d'Ohm à partir de l'écriture qui est ici, en considérant que V, eh bien, c'est cette pente de potentiel. Si je mets une charge ici, je sais qu'elle va descendre ce potentiel. Je prends le parallèle, bien sûr, avec la gravitation qu'on a longuement établie dans les introductions. Donc voilà, la charge ici va être vue comme une petite masse qui va descendre le long d'un plan. Alors si le plan est lisse ici, il n'y a pas de frottement, et donc il va accélérer, cette petite particule va accélérer. Ce n'est pas le cas, bien sûr, parce qu'il y a des obstacles ici. Tout se passe comme si cette petite bille descendait non pas le long d'un plan bien lisse, mais le long d'un plan sur lequel on met un tapis ici, dont la longueur de poils va déterminer la mobilité. Si les poils sont grands, la mobilité sera faible, elles avanceront lentement. Si les poils sont courts, ça avancera suffisamment plus vite. On retrouve mu fois E, et le E, c'est la pente ici, c'est le V sur L. C'est tout à fait logique de le retrouver. Donc on peut bien interpréter ceci grâce à l'image moderne qu'on peut avoir du potentiel qui a été amené pour la première fois donc par Ohm. Voilà, et maintenant donc, je peux interpréter la loi d'Ohm ici en explicitant le R. Le R c'est 1 sur sigma L sur S. Donc le L est donc au dénominateur puisque c'est 1 sur R et le sigma ES se retrouve bien sûr au numérateur. Voilà, je peux aussi décortiquer ce qu'il y a ici dans le sigma E. Sigma E, c'est Q est à mu. Voilà. Et voilà, le mu, on vient de le voir. Le mu, c'est tout simplement la longueur des poils du tapis ici. C'est la mobilité des électrons. C'est normal de voir que le courant est d'autant plus grand que cette mobilité est grande. C'est très simple. Le QE ici, c'est une constante fondamentale de la nature. Mais si on pouvait augmenter la charge des électrons, on comprendrait bien sûr que ça va tout de suite augmenter le débit de charge. Si chaque électron porte une charge double, le débit de charge est doublé. C'est une évidence de trouver ce QE-là. Le état aussi, bien sûr, si la densité des particules qui descendent, le potentiel ici est plus grand, le débit de charge sera d'autant plus grand. C'est normal de voir le état là. Le S qui est ici, ça tombe sous le sens. Si la section du barreau conducteur est plus grande, tout autre paramètre étant conservé, en particulier la vitesse des charges,
parce que le champ est conservé, parce que V est conservé. Je discute un paramètre à la fois. Ici, maintenant, j'augmente S. Je vais doubler S, par exemple, et donc j'aurai maintenant deux demi-barreaux comme ceci. Chacun véhicule le courant I. J'aurai donc le double de courant si je considère deux barreaux. C'est aussi simple que ça. Donc le S, c'est tout à fait normal de le retrouver ici au numérateur de l'expression du courant. Donc voilà, je suis en train vraiment d'interpréter ici tous les paramètres qui interviennent dans la résistance en passant par la conductivité. Maintenant, il reste le paramètre géométrique L. Ici, il est un peu plus subtil. Ce paramètre-là, comment est-ce que tu pourrais le justifier, toi? Pourquoi est-ce qu'on a un L ici au numérateur de la résistance? Pour la section S, c'était une évidence, on vient de le faire. Pour le L, c'est un peu plus subtil. Voilà, n'hésite pas à arrêter l'image pour y réfléchir. Moi, je vais forcément continuer. Mais voilà, le L, je vais diminuer L. Je vais diminuer le barreau d'une certaine proportion, voilà. Le barreau L est plus petit. Mais bien sûr, ici, je dois corriger mon graphe. Le graphe de V, il doit bien partir de 0. Je suis bien ici connecté au pôle négatif, qui est bien la référence nulle. Et ici, je dois bien arriver à V, qui est là. Donc, je dois bien changer l'inclinaison. Et c'est ça l'essentiel. On voit que quand L diminue pour un potentiel conservé, on voit que quand L diminue, la pente du potentiel V sur L augmente, bien entendu. L diminue, V sur L augmente. Et ça veut dire que le champ augmente tout simplement. Le champ est plus grand maintenant. Donc c'est ça que veut dire ce L qui est ici. Quand L est petit, pourquoi est-ce que L apparaît au numérateur de la résistance? Pourquoi est-ce que quand L est petit, la résistance va diminuer? Eh bien, tout simplement parce que le champ augmente pour un potentiel donné. Pour un potentiel donné, si je ne bouge que L, le champ augmenté. Et si le champ augmente, ce qui se voit par la pente ici augmentée, les charges avanceront bien sûr d'autant plus vite, forcément. Et donc voilà, on voit que ce paramètre L est un petit peu trompeur. On le mettrait sur le même pied d'égalité ici que le paramètre S, géométrique. L est aussi apparemment un paramètre géométrique, mais on voit que c'est un paramètre dynamique caché en fait. Dynamique parce que L intervient tout de suite sur la valeur du champ, c'est-à-dire les forces qui sont en jeu. Donc voilà, on voit que le rôle de L ici est un petit peu subtil. Il faut être attentif à ça. Voilà. Et bien sûr, V, ça on en a déjà parlé, le V sur L ici, c'est le champ. C'est ce qu'on vient de discuter en fait. Voilà, comme ça, on a tout discuté, si ce n'est bien sûr le problème du signe de la charge. La charge électrique va bien sûr avoir de l'importance, le signe de la charge. Si je tiens compte maintenant du fait que les petites charges qui sont ici sont de signe négatif, j'aurai forcément une force qui sera dans l'autre sens. Ça veut dire que les particules, les électrons ici vont bouger en réalité dans ce sens-là. Et ça, a priori, c'est problématique parce qu'il faudrait refaire tout le raisonnement. On ne fait pas ça du tout. Le monde scientifique là, a décidé de tout simplifier et de considérer que le courant, pour des électrons qui vont vers la gauche, le courant va vers la droite. C'est la vision qu'on va avoir des choses. Et donc, tout ce que je t'ai raconté ne changera absolument pas. Le courant va toujours aller du plus vers le moins. Le courant va toujours descendre le potentiel. Les électrons, on peut les voir comme des petites bulles qui remontent par la poussée d'Archimède le long d'une paroi inclinée. Elles vont vers la gauche, et bien le courant va vers la droite. On va faire comme si ce mouvement d'électrons vers la gauche revenait à dire que ce sont des charges positives qui vont vers la droite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus se poser de questions. La loi V égale RI sera toujours prise comme ça, avec V qui est toujours à voir comme une pente, et cette pente, il faudra toujours voir que c'est elle qui est à l'origine de ce courant. La pente est à l'origine du courant qui se fait toujours dans le sens de la descente de la pente. Toujours l'image du potentiel que les charges vont descendre naturellement pour créer donc un flux de charge, c'est-à-dire un courant. Voilà, c'est ici donc que s'arrête plus ou moins cette séquence. Je voudrais juste encore te dire un petit mot sur la démarche intellectuelle de Ohm. Ohm a adopté une démarche intellectuelle tout à fait remarquable pour l'époque et aussi pour le contexte dans lequel il se trouvait. Ohm était un Allemand et il se fait que les Allemands, il y a 200 ans, ne travaillaient pas beaucoup sur le plan mathématique. La physique était essentiellement une liste d'observations expérimentales. Voilà, ils n'utilisaient pas les maths comme outil de travail. Et voilà, Ohm a été fort inspiré par les mathématiciens et physiciens français, tels que Joseph Fourier, par exemple, qui, quelques années avant lui, avait travaillé sur la loi de la conduction de la chaleur. Et tu vois que cette loi est très très proche. On voit ici la notion de résistance thermique
Ici, le courant est remplacé par le débit de chaleur, H, et le ΔT ici remplace la tension. Donc Fourier étudiait en fait les échanges de chaleur entre corps de températures différentes, la température haute, TH, température TB. S'il y a effectivement une différence de température, on va avoir ici dans un corps qui se trouve entre ces deux réservoirs de température, on va avoir le passage d'un débit de chaleur, que je vais appeler H. Voilà. Et donc la loi d'Ohm se transforme, le I ici devient H, la résistance devient la résistance thermique, et le moteur de ce débit de chaleur, c'est la différence de température, TH moins TB, et je vais donc mettre ΔT. Tout comme le V ici, c'était la différence de potentiel entre les deux électrodes. On passe à la différence de température. Et grâce à des développements mathématiques très poussés, Fourier avait été capable de montrer que le profil de température qu'on a tout au long du barreau ici qui conduit la chaleur est un profil linéaire comme ceci. Et tout ça a beaucoup inspiré Ohm, qui a vu dans les mathématiques une universalité. Les mathématiques peuvent décrire des phénomènes de façon universelle. On peut passer de la chaleur à l'électricité. Il a vraiment donc profité de cette approche du français Joseph Fourier, qui lui était vraiment dans la culture des sciences françaises du moment. Tout était beaucoup basé sur les mathématiques. Et donc voilà, on voit ici un brouillon de travail de Ohm, dans lequel on le voit effectivement développer des calculs à la façon de Fourier. Voilà, c'est ça qui m'amène donc au bout de cette séquence, en faisant le travail, en montrant que V est égal à R fois I. Ohm a en fait étudié le tout premier circuit électrique. C'est un circuit absolument ridicule, on a juste ici une résistance, une source de tension qui fait apparaître un courant. Mais voilà, le premier pas a été franchi vers la théorie des circuits. Et Dieu sait si les circuits sont importants dans le monde actuel, dans le monde des sciences et techniques. Les circuits sont tout à fait prédominants. Il suffit que tu considères l'ordinateur sur lequel tu me regardes maintenant. Il suffit d'ouvrir cet ordinateur pour voir qu'il est constitué d'un grand circuit électrique. On parle d'électronique maintenant, parce qu'il y a des choses beaucoup plus pointues qui se produisent, beaucoup plus compliquées que dans une simple résistance. Mais néanmoins, on voit aussi que ce circuit très compliqué comporte un certain nombre de résistances. On a ici des petits barreaux conducteurs qui ont une certaine longueur, une certaine section, une certaine conductivité, qui permettent de contrôler les courants et les tensions, de façon à ce que le circuit se comporte comme on le veut. On voit donc que le travail de Ohm a eu une importance considérable dans l'histoire des sciences. Ohm est le premier théoricien des circuits, et cette théorie des circuits elle ne fait que se développer pour fournir toutes les applications qu'on connaît, notamment dans le domaine du traitement de l'information. Voilà, c'est ici que s'arrête cet exposé. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.